Bonjour, Dominique Grand, psychologue, psychothérapeute, et aujourd'hui j'ai envie de faire une petite vidéo sur les émotions. Alors la première chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est qu'on entend beaucoup de choses sur les émotions, et notamment une espèce d'opposition, distinction entre d'un côté les émotions positives et les émotions négatives. Alors ça, je dis tout de suite que c'est quelque chose que je trouve tout à fait injuste et qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les émotions ne sont pas quelque chose qui appartient au domaine du jugement. Dire que c'est positif ou négatif appartient au domaine du jugement, c'est-à-dire au niveau de la pensée. Or, les émotions ne sont pas du domaine de la pensée, elles sont bien plus ancrées dans quelque chose de corporel. Et pour moi, on ne peut pas discuter l'émotion et on ne peut pas dire que l'émotion est positive ou négative, dans la mesure où elle est ce qu'elle est. Alors j'avoue que là, je m'aide quand même de la philosophie bouddhiste pour penser les émotions, et que, évidemment, la pensée bouddhiste va dans ce sens, qui est qu'on n'est pas dans du jugement des choses, mais juste dans un constat des choses, et de regarder comment elles sont, et on les prend comme elles sont. Je vous donnerai différents exemples tout à l'heure, et on verra, au travers des 4 grandes émotions, qu'il y a un côté qui peut s'avérer préjudiciable, et un côté qui peut s'avérer bénéfique, mais qu'aucune des émotions en elle-même n'est ni positive ni négative. Alors, commençons par le grand schéma des 4 grandes émotions. Alors là aussi, évidemment, on peut discuter, vous trouverez 4, 5, 6 émotions. Personnellement, il y a des choses que je ne classe effectivement pas dans les émotions. Pour moi, il y a la peur, la joie, la tristesse et la colère, et après des choses qui pour moi n'appartiennent pas aux émotions. Je pense par exemple à la honte ou au dégoût, qui sont souvent classés dans les émotions. Pour moi, le dégoût est une réaction physiologique, voilà, ou alors quelque chose qui appartient à quelque chose de très psychologique, mais là je ne veux pas rentrer dans les détails, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, je pourrais y répondre. Et la honte est quelque chose de réfléchi, vous voyez ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui appartient à... Il y a quelque chose de jugement dans la honte. Ce n'est pas juste quelque chose qui est émotionnel. Donc pour moi, les grandes émotions sont la joie, la peur, la tristesse et la colère. Justement, ce que j'ai envie de développer et que je développe dans certaines formations, puisque je fais des formations qui sont juste sur les émotions, et j'en profite pour dire que, par exemple, je refuse de faire une formation sur gérer les émotions. Gérer appartient à quelque chose de très intellectuel, de très contrôlé par la pensée, et je ne crois pas du tout qu'on puisse gérer ces émotions, et donc je n'accepte pas, par exemple, de faire des intitulés de formation qui soient sur gérer les émotions, ou alors on met ça, mais tout de suite on met en sous-titre que c'est ce qu'on dit d'habitude, mais ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai envie de dire qu'on va vivre les émotions et on va travailler avec, ce qui n'a rien à voir. Donc pour moi, on va effectivement travailler avec les émotions. Et on va aller à leur rencontre. Parce que je pense que ce qui serait le plus dangereux, ce serait de croire qu'on puisse les mettre en arrière-fond, qu'on pourrait les dénier d'une certaine manière et qu'on pourrait les contrôler. Et là, quand même en tant que psychothérapeute, je sais très bien que ça, ce n'est pas possible. Tous les gens qui veulent faire ça se prennent l'émotion dans le nez derrière. Ou alors, ils ont une vie qui est comme encarapassonnée, c'est-à-dire isolée. Hein, le cerveau sait faire ça. Il peut le faire. Mais attention, ça a un coût qui est très violent. C'est-à-dire que vous allez vous couper du corps. Et ça, on le connaît très bien, ça c'est la maladie d'Occident. C'est d'avoir coupé l'esprit du corps, et de dire d'ailleurs qu'il y a l'esprit et le corps, ce qui pour moi n'a pas de sens. Vous dites ça dans des pays asiatiques, ça n'a aucun sens. Les gens ne comprennent pas de quoi vous parlez. En disant il y a l'esprit et le corps, alors ils comprennent les mots, mais ce concept qui serait de séparer l'esprit et le corps n'a aucun sens. Donc pour moi, l'émotion est quelque chose qui va partir du corps et évidemment complètement intégrer, envahir et modifier la pensée. Et il y a quelque chose qui se passe ensemble. Et la difficulté, c'est quand même de faire une forme de discernement. Donc, je propose de regarder émotion par émotion
qu'est-ce qui peut être préjudiciable et qu'est-ce qui peut être intéressant dans cette émotion et comment on va travailler avec. Alors, je vais commencer par quelque chose qui est probablement le plus simple, parce que c'est une émotion qui est très forte, qui est la colère. La colère, c'est quelque chose que tout à chacun a ressenti, et je dis tout à chacun a ressenti, certaines personnes, dont je le vois très bien dans les psychothérapies, ne ressentent pas, ou en tout cas n'expriment rien de l'ordre de la colère. Et ça fait partie intégrante de leur travail et de leur évolution dans le travail de psychothérapie, de au moins ressentir cette colère et de pouvoir en parler. Sinon, c'est quelque chose qu'ils ont mis dans un petit espace bien fermé, mais qui tape à la porte, et qui va poser problème, j'en reparlerai tout à l'heure. La colère, on sait tous, et là il y a une grande confusion qui est faite, et c'est pour ça, je crois qu'au fond on dit que la colère est une émotion, la plupart du temps elle est classée par les gens qui veulent dire positif et négatif, évidemment dans négatif. Pourquoi ? Parce qu'il y a une confusion qui est faite entre la colère et une forme d'expression de la colère qui serait la violence. Mais attention, la colère n'est pas la violence. La violence est une expression de la colère, mais ce n'est pas la colère. Voilà. Et là, il y a une confusion qui est faite entre les deux. La colère est quelque chose qui vient par soi-même, et on va voir tout de suite d'ailleurs quelle est la forme de la colère, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette colère. Cette colère, pour à peu près tout le monde, clairement, c'est l'expression d'une forme d'injustice. D'accord ? On peut dire que colère et justice font vraiment très bon ménage. Et la plupart du temps, d'ailleurs, si vous avez affaire à quelqu'un qui est en colère, vous verrez, la seule façon que vous avez d'augmenter cette colère, c'est de lui dire une explication qui fait qu'il n'a pas besoin d'être en colère, et là, il va continuer de monter dans les tours. Et à l'inverse, si vous voulez le calmer, il faut lui dire « je comprends très bien, et je suis d'accord que vous soyez en colère ». Parce que vous reconnaissez que c'est juste. La colère, c'est une émotion qui n'est pas négative, bien au contraire, elle est très positive, parce qu'elle permet de sentir l'injustice. Il y a quelque chose qui, pour moi, ou pour les autres, ou pour l'environnement, en ce moment, on voit des gens aller manifester parce qu'ils sont en colère qu'on détruise l'environnement. Voilà. Et parce qu'ils disent, c'est pas juste, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, vous voyez, cette colère, elle a une justification par elle-même. Ça, c'est très intéressant de le regarder, notamment quand on a affaire à des gens en colère, et notamment quand on est en colère avec soi, il faut se reconnaître le bien fondé de cette colère. Pour autant, est-ce qu'on passe dans la violence ? Là, non, parce que ce n'est jamais résolutoire. L'expérience que vous pouvez faire, c'est de regarder que à peu près toutes les fois que vous étiez en colère, très en colère, et que vous avez fait et dit quelque chose à propos de cette colère à quelqu'un, derrière vous le regrettez, parce que vous êtes allé trop fort, vous avez dit des paroles que vous pouvez regretter, etc. Moi, le conseil que je donne, c'est de ne jamais agir verbalement et physiquement quand on est en colère. Il faut juste attendre qu'il y ait quelque chose qui passe, qui redescende de ça. Et ça ne veut surtout pas dire ne pas considérer la colère, rejeter la colère, dénier la colère. Il y a un espace pour lui donner de l'expression, mais cet espace doit éminemment être non violent. Ça, c'est une règle. La deuxième émotion dont je veux parler aujourd'hui, c'est la tristesse. Alors la tristesse, là aussi, elle a deux pôles. Le pôle préjudiciable de la tristesse, dans lequel si on avance dans cette direction-là, on va avoir effectivement de gros problèmes, et là le terme parle de lui-même. Pour moi, on est dans la dépression. Et là aussi, je crois qu'il y a un manque de discernement, souvent, il y a un manque de distinction entre tristesse et dépression. On a l'impression, quand même depuis quelques années, que la tristesse, c'est mal. Aujourd'hui, j'entendais à la radio encore cette semaine qu'il y a des chief happiness, je sais pas quoi, dans les entreprises. C'est-à-dire des gens qui sont là pour vous convaincre qu'au-delà de vos conditions de travail insupportables, vous devez supporter l'insupportable. Donc c'est très important de distinguer tristesse et dépression. Il y a quelques années,
On m'avait demandé une intervention dans un colloque et j'avais été frappé par le fait que, d'une certaine manière, on déniait le droit aux gens d'être tristes. Et c'est rigolo parce que j'ai introduit la conférence en disant « Je demande qu'on me foute la paix et je demande le droit de pleurer aux enterrements sans qu'on me fasse de reproches par rapport à ça et qu'on considère que je sois quelqu'un de déprimé. » Et curieusement, les 80-100 personnes qui étaient là se sont mises à applaudir et j'ai trouvé ça intéressant dans la réaction. C'est-à-dire de se dire « Mais oui, à un moment, il y en a marre qu'on nous dise qu'on est des gens déprimés, alors qu'on est juste triste. » Et notamment aux enterrements, je pense que c'est dans des circonstances, quelles qu'elles soient, dans lesquelles on a perdu quelqu'un ou quelque chose auquel on tenait, il y a une tristesse qui s'exprime, et cette tristesse, elle est saine. Et notamment dans le cadre des thérapies, on le voit très souvent, des gens qui n'ont pas assez exprimé la tristesse, pas assez profondément, pas assez longtemps, et qui restent avec ça, et qui leur posent évidemment tout un tas de problèmes, voire qui les emmènent vers une forme de dépression masquée. Donc, la tristesse, c'est quelque chose qui a rapport avec l'empathie. On a cette capacité, l'être humain a cette capacité d'empathie avec ce qui se passe. Et alors évidemment, il y a une tristesse intérieure, mais il y a aussi une tristesse qui est partagée. Et ça, c'est extrêmement important, parce que imaginez que nous n'ayons plus de tristesse, là aussi, la tristesse, dans certaines situations, est considérée par des gens comme une émotion négative. Et alors là, je suis absolument pas d'accord, parce que je crois bien au contraire que cette émotion-là nous permet de partager avec l'autre. Et je crois même que si on pousse un petit peu plus loin, imaginons que nous ne soyons jamais en empathie et en tristesse de ce qui arrive aux autres, ben, j'ai envie de dire qu'on le voit, dans certains endroits, les gens se permettent d'avoir des actes extrêmement violents ou extrêmement agressifs sur les autres, parce qu'ils ne ressentent pas que l'autre a un problème. Et notamment, on voit ça dans certaines situations d'agression, que ce soit dans des invasions, ou que ce soit dans des génocides, ou etc. Un des problèmes, c'est que les agresseurs n'éprouvent rien en face de la souffrance des autres, donc on voit où ça peut mener. Donc je pense que c'est extrêmement important de ressentir cette tristesse, et effectivement, on va retrouver une qualité, pour moi, qui est l'empathie. La troisième des émotions dont je veux parler aujourd'hui, c'est la joie. Alors là aussi, quand on dit la joie, on a l'impression que ça ne peut être que positif, hein. C'est l'émotion positive par excellence. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une forme de culture assez, je trouve assez impressionnante, hein, il faudrait toujours être joyeux, il faudrait toujours retomber sur ses pattes. En ce sens, moi, je marque de la distance avec la psychologie positive, parce que je trouve qu'elle a tendance à nous dire qu'à un moment, il faudrait toujours tout voir du bon côté, et qu'il n'y a que des bonnes choses. Je suis pas sûr de ça, et le travail que je fais en psychothérapie avec des personnes me montre que non, c'est pas toujours comme ça. Il y a des moments où on ne retombe pas sur ses pattes, et il y a des moments qui ne sont pas joyeux, et ça fait partie de l'existence humaine. Et ça fait partie probablement des choses qu'il faut dire suffisamment tôt aux enfants, c'est que l'existence humaine passe par des moments où c'est pas très joyeux, où c'est difficile, où c'est effectivement triste, où on est en colère, on a peur, et c'est des émotions qui ne sont pas forcément agréables à ressentir, pour autant qu'elles soient importantes. Alors, la joie, elle comporte elle aussi, donc, un côté qui n'est pas du tout intéressant, et qui est même dangereux, et celui-là, je crois qu'on n'en parle pas assez, mais tout le monde voit très bien de quoi ça parle, ça s'appelle l'euphorie. On pourrait aussi parler d'excitation. C'est en sens que je dis avec un peu d'humour, mais je dirais aigre-doux, que je n'aime pas être invité au mariage. Pourquoi ? Parce que le naturel revient au galop, et je vois tout d'un coup m'étonner à voir un spectacle où des gens, et très couramment, après 3-4 verres d'alcool, on voit les comportements des gens se désinhiber, et en particulier, on voit un certain nombre de personnes qui vont rentrer dans cette excitation, euphorie, et qui vont quelque part se mettre en danger. Alors, soit parce que on monte sur la petite table remplie de verres, et puis on se met à faire la danse de je sais pas quoi, et on n'est pas en connexion avec le fait que ça peut être dangereux, on peut tomber, on peut se faire très mal,
Soit, évidemment, la grande classique, on sort du truc, 3 verres d'alcool, ça m'a jamais empêché de conduire, et on s'enroule autour d'un arbre quelques mètres après, ce qui quand même donne à ce mariage une connotation pas très sympathique. Et ça, on le voit notamment dans les moments où les gens, soit par une espèce de, moi ce que j'appellerais du coup une pseudo-convivialité, accélérée par notamment l'alcool, se mettent dans des états où, franchement, ils mettent leur vie en danger. Donc pour moi, ça n'appartient pas à la joie côté bienfaisant, bon pour soi. C'est un côté de la joie qui n'est pas très sympathique. Voilà. Et je pense que du coup, cette émotion n'est pas purement positive. Le côté positif de la joie, et pour moi la joie, ce serait plutôt quelque chose que j'appellerais le calme et la tranquillité. La joie, pour moi, c'est le sentiment très simple, très basique, d'être au bon endroit, au bon moment, et qu'il n'y a rien à changer. Et ça peut être sur des choses très très simples. C'est pas forcément être aux Seychelles, devant la mer, avec les petits bungalows flottants, etc. Et tout est parfait, et tout est magnifique, et c'est comme une image de paradis. Bien sûr que si on est là et que c'est comme ça, il faut en profiter, et ça appartient aussi à cette joie qui peut être une forme de sérénité. Pour autant, ça peut être extrêmement simple. Ça peut être dans votre cuisine, vous prenez 5 minutes pour boire un café, vous êtes sur votre balcon et vous regardez le lever du jour, ou à un moment particulier, ou vous regardez un oiseau qui est en train de picorer, etc. Et ça peut être ça la joie. Voilà, ça peut être quelque chose de très simple, très basique, et qui est juste dans l'immédiateté du moment où il n'y a rien à changer, et vous vous sentez juste bien. Pour finir cette première approche sur les émotions, je vais parler de la peur. Je pense que la peur est vraiment l'émotion fondamentale. D'ailleurs, dans certaines philosophies, elle est travaillée comme telle, et c'est même pratiquement la seule dont on parle, notamment par exemple dans la philosophie bouddhiste. L'émotion principale, celle qu'on va travailler le plus, c'est véritablement la peur, et il est d'ailleurs dit qu'on aurait à atteindre un état de non-peur. Alors là, je pense que ça demande à être commenté. Effectivement, on voit des gens dire « même pas peur ». Hein, j'étais une fois, j'ai une anecdote par rapport à ça qui, je pense, parle bien. J'étais sur l'autoroute, on roulait environ à 120-130 dans une voiture, et sont passés sur notre gauche 2 gars en moto, sur la roue arrière, ils étaient à 150-160. Et là, quelqu'un dans la voiture dit « ils n'ont pas peur ». Bien, je pense exactement l'inverse. Je pense qu'ils sont dans l'ignorance de leur peur. Et que cette pratique même montre qu'ils ont besoin de faire quelque chose pour ne pas être au contact de leur peur. Parce que très clairement, s'ils étaient au contact de leur peur, ils arrêteraient immédiatement de faire quelque chose qui les met en danger. Hein? Donc la peur, dans ses excès, peut être quelque chose de l'ordre. Soit de la panique, soit de la fuite. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien chez les animaux, chez certains animaux. En tout cas, les animaux, d'ailleurs, ont globalement 2 stratégies différentes, soit la fuite, soit la panique, qui les immobilise. Hein, l'histoire du lapin dans les phares de la voiture, par exemple. Voilà. Et, par exemple, pour moi, les 2 motards en question sont dans une forme de fuite de leur peur. Et ils font quelque chose qui est tellement prenant, tellement engageant, qu'ils ne peuvent plus ressentir la peur. Et la peur, ne l'oublions pas, dans son côté positif, là aussi je vois dans certaines littératures que la peur est classée comme une émotion négative. Il y a une nouvelle nosographie psychiatrique aux États-Unis qui voudrait classer la peur en émotion négative, hein, comme un input négatif. Je ne partage absolument pas ce point de vue. Pourquoi ? Parce que la peur me sauve la vie 10 fois par jour. La peur me protège parce qu'elle m'alerte d'un danger. Voilà, si j'ai été connecté avec la peur, il y a des choses que je ne ferai pas. Comme je dis de temps en temps, pour faire comprendre les choses, j'habite au 10e étage. Si je dis même pas peur et qu'il n'y a pas de problème, pour aller plus vite, je peux passer par la fenêtre aussi. Très clairement, je pense que c'est bien que j'ai peur de faire ça. Voilà, parce que quand même, j'ai plus d'espérance de vie de descendre par les escaliers. Donc c'est important, et cette émotion-là, je pense, est l'émotion de base. C'est celle qu'on va retrouver au-delà de toutes les émotions.
Et d'ailleurs, je propose souvent un parcours dans mes psychothérapies ou dans mes formations qui part de la colère. Je pense que la première chose à réintégrer dans les émotions, c'est la colère. Pourquoi? Parce que la colère, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je pense que la colère a quelque chose quand même un petit peu de l'intellectuel. Il y a quelque chose d'un peu réfléchi, on le voit très bien dans cette notion de justice. Justice, il y a déjà quelque chose qui part de l'intellectuel. Souvent, cette colère, elle va masquer de la tristesse. La plupart du temps, quand les gens sont en colère, si la colère tout d'un coup s'arrête, ce qu'ils ressentent, c'est de la tristesse. Et ça, c'est vraiment intéressant de regarder que pratiquement tout le temps, derrière la colère, quand la colère s'arrête, derrière, on est triste. On éprouve quelque chose de la tristesse. Et pour moi, il y a encore une étape à franchir, parce que je crois que derrière la tristesse, il y a la peur. La tristesse est justifiée par elle-même, comme la colère est justifiée par elle-même, mais c'est encore une forme un petit peu de masque de ce qu'il y a fondamentalement au fond de nous, qui sont nos peurs. Et en ce sens, on le comprend très bien à partir de là, qu'il est hors de question de dire qu'il y a des mauvaises émotions et qu'il faudrait trouver un moyen pour les évacuer, les oublier et les dénier. Pour moi, c'est une forme de déni. Bien au contraire, il faut aller à la rencontre de nos peurs. Et je pense que la vraie progression, c'est d'aller à la rencontre de nos peurs. Et dans le non-peur de la philosophie bouddhiste, il n'est pas question de ne pas avoir peur, mais de ne pas avoir peur d'avoir peur. Et ça, je pense que c'est mal compris. Ce qui nous menace dans la peur, c'est la peur d'avoir peur et de l'ignorer. Et ça, c'est l'histoire des deux motards. Ils ont peur d'avoir peur et mettent en place des choses qui leur fait qu'ils ne sont pas au contact de la peur qu'ils devraient ressentir pour mettre leur vie en sécurité. Donc voilà, résumé, une première approche de la façon dont j'ai envie de travailler avec les émotions, parce qu'effectivement, il s'agit bien de vivre et de travailler avec nos émotions, et surtout pas de les mettre de côté, et de ne pas imaginer qu'il y ait des émotions positives et négatives, ce qui veut dire qu'on ferait un tri entre notre ressenti. Or, je pense que, et ça je le développerai ailleurs, le corps dit la vérité. Le mental, comme disait mon prof de yoga, le mental est un menteur, et le corps dit la vérité. Ce qui vient du corps dit la vérité, et l'émotion, c'est extrêmement corporel. Et on a juste à l'écouter. Voilà. Et après, évidemment, à mettre en place tout un tas de choses qui repassent par l'intellectuel. Mais en tout cas, tout ça va ensemble, et il n'y a surtout pas à rejeter des émotions. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, et je vous dis à bientôt pour probablement plus de développement. Au revoir.